La Chine donc en question, la Chine qui après des années d'hypercroissance a engagé une transformation bien réelle mais porteuse de quelques risques, notamment sur le front de l'immobilier, de l'endettement, on en parlait il y a un instant, du yuan et de l'industrie, ce qui ne l'empêche pas de continuer à investir massivement à l'étranger. Après avoir longtemps jeté son dévolu sur les pays émergents, Afrique en tête, le géant asiatique se tourne désormais vers l'Europe, mais chaque opération chinoise sur le vieux continent, de l'Inter de Milan au port du Pirée, en passant par Syngenta, suscite la méfiance, à tort ou à raison. C'est ce qu'on va voir avec notre invité. C'est un spécialiste des échanges commerciaux avec la Chine, Dominique Joly. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci d'être notre invité jusqu'à 8h en direct de notre studio Genevois. Vous êtes le directeur de la School of Business and Technology au sein de la Webster University à Genève. Donc vous êtes auteur aussi de Chine, un colosse au pied d'argile. L'actualité, on peut peut-être s'y arrêter un instant si vous êtes d'accord, c'est cette visite de Madame Merkel qui a mis fin hier à une visite de 2 jours en Chine, au cours de laquelle elle s'est notamment employée à empêcher la reprise par un acteur chinois justement du fabricant de robots KUKA, c'est une institution en Allemagne. C'est une démarche assez emblématique selon vous, qui est de la méfiance qui prévaut au niveau européen. Oui, en effet, il y a des craintes. C'est vrai que la situation en Chine est une situation difficile, que ce soit au plan politique, au plan sociétal. Donc oui, effectivement, il y a des craintes. Et il y a une crainte sans doute parce que avec la Chine, on marque une différence significative dans la culture, dans les modes de fonctionnement. Je crois que c'est d'abord là que le problème se trouve. Culturel, avant d'être un problème financier, économique, c'est d'abord un problème culturel entre eux et nous? Oui, bien sûr. En tant que Français, quand je me trouve en Suisse romande, on peut me faire l'observation à l'occasion qu'il y a des différences. Et de fait, ces différences existent. Maintenant, pour être clair, quand on me fait cette remarque aujourd'hui, j'invite les personnes à venir avec moi à mon prochain voyage en Chine. Et là, on se rend compte que finalement, on est tout près. On est très très proche. Donc oui, je pense la première différence, avant les questions financières, la première difficulté, c'est d'arriver à établir des ponts entre deux cultures franchement distinctes. Mais est-ce qu'il faut globalement craindre l'intérêt que la Chine porte désormais, parce que ça a souvent été les pays émergents, mais désormais au savoir-faire européen, l'Europe concentre 60% des investissements chinois hors de ses frontières, contre 25% aux États-Unis, 15% pour l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud. Donc on voit le marché que c'est en train de devenir. Est-ce que ces craintes vis-à-vis de cet intérêt chinois sont légitimes ? Alors, moi, ma réponse, c'est, si je dois être bref, c'est non. Autant j'ai des craintes sur ce qui se passe en Chine, autant sur le mouvement qui consiste pour une entreprise chinoise à décider d'investir à l'étranger, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que cette entreprise chinoise s'insère progressivement dans un tissu économique mondial. Donc on est dans une logique de normalisation de l'économie chinoise, qui va dans le sens des remarques qui étaient faites par votre précédent intervenant. Est-ce que c'est précisément ce dont on parlait, le ralentissement de la croissance en Chine, qui oblige en quelque sorte les entreprises chinoises à chercher des relais pour sa croissance ailleurs dans le monde et qui fait qu'elles se tournent vers l'Europe maintenant? Il y a vraiment un lien de cause à effet? Oui, alors il y a effectivement le fait que l'activité, le taux de croissance de l'activité baisse. Alors, bon, il faut raison garder. Vous avez entendu, 6,9% pour l'année passée. On doit être à 2% en Suisse. Donc il faut garder présent l'esprit que 6,9% du deuxième PIB mondial, ça fait quand même l'équivalent d'une Thaïlande en plus tous les ans. Oui. Donc on a quand même encore une très forte dynamique économique en Chine. Alors après, il y a des choix qui ont été faits par le gouvernement chinois de relâcher la contrainte. Si on regarde historiquement, avant 2004,
Il n'y a pas d'investissement chinois significatif en dehors de Chine. Hein. Il y a, pour être clair, on est à moins de 10 milliards. Ok, moins de 10 milliards pour un pays de la taille de la Chine, c'est absolument ridicule. Donc c'est à partir de 2005 qu'on commence à décoller pour dépasser les 100 milliards d'investissements. Aujourd'hui, on est de l'ordre de 120. Et ça s'est fait parce que le gouvernement chinois a relâché les contraintes, a permis à un certain nombre d'entreprises de partir à l'étranger. Mais Dominique Joly, alors effectivement, c'est important de rappeler la perspective historique. 2004-2005, au fond, c'est tout récent. La Chine qui s'est d'abord tournée vers les pays émergents et qui se tourne maintenant massivement vers l'Europe. Qu'est-ce qui l'intéresse avant tout en Europe, si ce n'est de réaliser de bons investissements? C'est avant tout le savoir-faire européen, ce savoir-faire de grande qualité. C'est ça qu'il faut mettre en avant d'abord? Alors, il y a plusieurs logiques qui peuvent se superposer d'ailleurs. Alors, il y a effectivement cette logique d'accès à un savoir-faire, d'accès à une image, d'accès à une réputation, une marque, une technologie. Vous citiez tout à l'heure l'exemple d'Angela Merkel. L'une des grosses opérations faites par les Chinois, enfin opération significative en Allemagne, ça a été le rachat de Putzmeister. Putzmeister, ce sont les camions à béton. Ça, c'est l'accès à une technologie. Le groupe s'appelle Sany, c'est un groupe chinois. Il n'y avait pas vraiment de beaux camions à béton dans le catalogue de Sany. Donc, voilà, on a rajouté une technologie. Ça, c'est une première logique. Ça veut dire qu'à terme, c'est quoi l'idée? C'est de s'inspirer d'un savoir-faire, d'apprendre aussi. Les Chinois veulent apprendre, mais ensuite, la main mise sur une technologie, c'est ça la perspective. Et posant cela, faut-il en avoir peur? Je repose aussi la question comme ça. Est-ce qu'il faut avoir peur d'une certaine mainmise chinoise, in fine, sur ces technologies-là? Moi, je ne pense pas, parce que alors, les détracteurs de ce type d'investissement font miroiter l'idée d'un scénario où les Chinois vont capter le savoir-faire et le ramener en Chine. Mais ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, je veux dire, on ne va pas dépenser des sommes aussi importantes. Vous citiez le cas de Syngenta tout à l'heure. Oui. Là, il y a eu beaucoup de craintes sur Syngenta. On est sur un hardcore quand même. Mais ces gens-là investissent 43 000. Ça n'a jamais été fait. La plupart des investissements qui ont été faits précédemment sont des investissements à 1 milliard, 1,3 milliard, 1,4 milliard, 5. On a eu un coût à 5 ou 6 milliards, mais là, 43 milliards, c'est énorme. Donc, ça veut dire quoi? On va acheter pour 43 milliards pour tout arrêter ici et ramener ça en Chine? Non. Je pense que là, au contraire, l'exemple de Syngenta, c'est un exemple intéressant parce qu'il nous montre une deuxième stratégie qui est celle de l'accès au marché chinois. La raison pour laquelle, l'une des raisons pour laquelle les Chinois tentent de mettre, parce que vous savez que l'opération n'est pas encore conclue. Non, il y a encore quelques problèmes du côté des États-Unis qui doivent viser tout ça. Alors, si ça se fait, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que, vous savez, en Chine, il y a 1,4 milliard de gens à nourrir, et puis il y a donc 20% de l'humanité, mais il n'y a que 7% des terres arables. Donc il y a un vrai problème dans l'agriculture en Chine. Donc le rachat de Syngenta, c'est pour aider l'agriculture chinoise à se développer. Donc très concrètement pour Syngenta, ça veut dire l'accès au marché chinois. Et ça, c'est, vous voyez, à côté c'est en sens inverse de ce qu'on indiquait tout à l'heure. Il peut y avoir des Chinois qui viennent chercher des marques chez nous, des technologies, des savoir-faire, comme vous l'avez indiqué, mais il peut y avoir aussi des Chinois qui décident d'acquérir une entreprise européenne ou américaine avec l'intention de lui donner accès au marché chinois. Et ça, vous voyez, encore une fois, c'est un élément positif à mettre en avant. C'est une perspective différente que vous nous exposez là. Effectivement, il y a eu beaucoup de cris d'orfraie au moment où on a annoncé cette fusion. Là, vous nous expliquez que ça ne va pas se passer comme ça. Alors peut-être, mais si le mouvement doit prendre de l'ampleur, et gageons qu'il va en prendre, ces investissements chinois en Europe et en Suisse a fortiori, est-ce que par exemple en Suisse, on ne risque pas de devenir du coup tributaire de la Chine? Alors là, on ne parle pas forcément de mainmise sur une technologie, mais la Suisse économiquement tributaire de la Chine un jour, est-ce que ça c'est un risque?
Mais on l'est déjà. Ah oui, d'accord. Mais on l'est déjà dans le sens où, vous savez, il y a 300 entreprises suisses qui sont installées en Chine, ça nous fait un effectif consolidé de 55 000 personnes. Donc là, vous voyez, on en revient au tout début de notre discussion sur les inquiétudes qu'on peut avoir sur la Chine elle-même. Il y a 55 000 Chinois qui bossent pour des entreprises suisses en Chine, donc la Suisse est dépendante dans ce sens de la Chine, comme la France, comme l'Allemagne, enfin comme tous les grands pays qui ont investi en Chine. Donc on l'est déjà. Mais enfin, je ne trouve pas ça choquant. Encore une fois, c'est une insertion dans un tissu économique mondial. C'est normal, c'est même rassurant de voir des partenaires venir chez nous investir. Ça veut dire qu'ils y croient. Le risque, ce serait justement que l'économie chinoise se fragilise encore un peu plus. Et voilà, ce serait un risque pour nous qui serions liés de cette façon-là, à ce moment-là. Et si la croissance ralentit, alors vous l'avez dit, on est encore dans des bons chiffres, 6%, c'est pas les chiffres suisses. Mais enfin, si tout ça continue de tendre vers le bas, quel est le risque à ce moment-là ? Alors oui, il y a des risques, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des risques politiques, il y a des risques sociétaux, il y a des risques économiques. Mais est-ce qu'il y a une économie sans risque ? Non. Par définition, l'économie est risquée, je suis d'accord. Donc, je veux dire, il faut sans doute se garantir. Bon, moi je pense, l'alternative, vous le savez, pour Syngenta, c'était donc Monsanto. Bon, très bien. Si c'était Monsanto qui avait emporté la partie, on n'aurait pas eu accès au marché chinois. D'accord ? Oui. Non, oui, je veux dire, bien sûr qu'il y a un risque, bien sûr que... vous savez, aujourd'hui, finalement, la Chine, c'est peut-être beaucoup moins compliqué qu'en 1978, quand Deng Xiaoping a ouvert les portes. Là, ça a été difficile. Je pense à une entreprise comme Merlin Gerin, qui était arrivée en 1984 en Chine. Bon, là, le risque était peut-être encore plus fort, finalement, parce qu'on arrivait sur un terrain qui, pour le coup, était très, très, très loin de nous, en plus du plan culturel, aussi au plan économique. Dominique Joly, les derniers investissements chinois, j'en parlais en introduction, on a ce géant de l'agrochimie, Syngenta, on a des clubs de foot, un club de foot italien, on a probablement un groupe hôtelier français aussi. Il n'y a pas vraiment de... Tout ça semble pas très cohérent, ça part un peu dans tous les sens. Comment expliquer ? Ça semble manquer de fil directeur, vous êtes d'accord ? Plus ou moins. Il y a une série d'opérations. Tout à l'heure, vous avez fait mention des investissements faits dans les pays émergents. Ça, c'est absolument cohérent. Hein. C'est un premier type, si vous voulez, d'investissements qui ont été faits même avant 2004. Hein. Donc, des investissements pour garantir l'accès à l'énergie et puis aux ressources naturelles, hein, minerais, fer. Oui. Donc, tout ça, c'est l'Afrique, hein, notamment, au Moyen-Orient, et puis aussi, incroyable, mais comme en Amérique du Sud. Et puis vous savez qu'il y avait eu aussi un investissement de ce type qui avait été fait en Suisse à travers le rachat de Adax Petroleum en 2009. Alors là, on est dans les ressources naturelles, on est cohérent, etc. Mais ça, un club de foot, un groupe hôtelier, un géant de la chimie, etc., des marques de montres, bon, ça part un peu dans tous les sens. Oui, alors... je dirais qu'il faut peut-être serrer un petit peu. Le cas des marques de montres, prenons cet exemple. On a affaire à je pense que ce à quoi vous faites allusion, c'est Corum et Eterna. Notamment. Et puis il y a d'autres qui sont dans cette perspective-là aussi. Alors, le rachat d'Eterna, c'est 23 millions de francs suisses, et le rachat de Corum, c'est 86 millions. Une paille. Bon, vous voyez que par rapport aux 43 milliards, on ne parle pas du tout de la même chose. On a eu le même phénomène en France avec les rachats de châteaux. Châteaux dans le Bordelais, notamment. Oui. Et là, on a fait énormément de bruit autour de ça. Ce sont des investissements de prestige, c'est bon pour l'image. Oui, c'est anecdotique. Enfin, je veux dire, un château, c'est 10 millions, 20 millions. Alors, c'est une somme énorme pour moi, mais pour un milliardaire chinois, c'est rien. Donc, ces investissements sont anecdotiques. Donc, il ne faut pas trop s'attarder là-dessus.
je pense que des investissements comme ceux faits dans Adax Petroleum, où on en a moins parlé ici en Suisse, l'investissement dans ISM, c'est In Front Sport Media, c'est une firme de marketing sportif. Ça, c'est un investissement chinois à 1 milliard. Ouais. Alors, ça, c'est aussi... Est-ce que c'est cohérent? Oui, il faut leur situer dans un environnement un peu plus large. Ça a été racheté par une entreprise qui s'appelle Wanda, W-A-N-D-A. Ça, c'est un gros truc qui a fait sa fortune dans l'immobilier et qui décide maintenant d'aller au-delà de ça et qui veut rentrer dans entertainment, disons. Et qui a fait le rachat aux États-Unis de la chaîne de cinéma AMC. D'accord ? Et qui en même temps, vous l'avez dit, rachète des clubs de foot investis dans le sport. Donc le rachat de ISM, donc de cette entreprise suisse de marketing sportif, il est absolument cohérent par rapport à la volonté du patron de Wanda de faire un axe entertainment, sport, bon. Bon, c'est bien d'avoir l'explication de votre part, au fond. Mais est-ce que l'Europe a encore beaucoup à offrir ou à vendre aux Chinois dans d'autres secteurs de pointe? On peut imaginer tout ce qui est robotique, digitalisation numérique, aérospatiale, etc. Est-ce que les investissements chinois vont se poursuivre dans ces secteurs-là, par exemple? Oui. Très vraisemblablement, parce que, alors vous le savez, l'une des raisons aussi pour lesquelles les Chinois ont investi de façon lourde depuis 2004, c'est que les réserves de change sont considérables en Chine. Elles ont flirté, vous savez, avec les 4 000 milliards. Alors elles ont beaucoup baissé pour plein de raisons. Aujourd'hui, elles sont plutôt dans les 3 200 milliards, mais vous voyez qu'avec 3 200 milliards, il y a encore de la marge. Donc oui, ça va se poursuivre, et d'après le président Xi Jinping, l'idée c'est même de passer bien au-delà des 120 milliards actuellement investis annuellement, tous les ans investis par les Chinois en dehors de Chine. Donc oui, ça va se poursuivre très, très vraisemblablement. Vous parliez au début de l'entretien de la principale différence et peut-être du principal risque, ce sont nos différences culturelles, pour ne pas dire nos différences politiques, et notre différence d'appréciation aussi des droits de l'homme, parce qu'il faut y venir chaque fois qu'on parle de la Chine. Là, on n'en a pas encore parlé, c'est peut-être un signe que ça va mieux. Comment ça va justement? Est-ce qu'au nom du business, on continue de s'adapter aux demandes chinoises en mettant sous le tapis la politique, le non-respect des droits de l'homme? Il y a encore des arrestations d'opposants, des tensions. Où en est-on dans ce dossier? Est-ce que ça intervient encore dans les deals qu'on fait avec la Chine? Vous pouvez rajouter à votre description les contraintes imposées sur l'Internet. Bon, bien sûr. Oui, bien sûr, tout ça, c'est une réalité. Moi, je ne vais pas du tout le nier. Enfin, je veux dire, effectivement, il suffit de lire les rapports de Amnesty International ou Reporters sans frontières pour voir qu'effectivement, c'est pas le paradis. Alors maintenant, il ne faut pas voir les choses de façon statique. Il faut les voir de façon dynamique. Prenons un truc tout bête, parce que nous, on le voit, on le palpe quand on est dans la rue, le nombre de touristes chinois. D'accord. Prenez un truc comme le nombre de touristes chinois, vous avez quoi? Vous avez une centaine de millions de touristes chinois qui sortent maintenant de Chine. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, le pouvoir leur donne accès à une centaine de pays. En 1980, c'était une dizaine de pays. Donc, vous voyez, mon point, c'est que en valeur relative, les libertés se sont considérablement accrues en Chine. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons ici. Moi, je dis souvent sur le ton de la plaisanterie, mais si quelque chose comme le canard enchaîné venait à ouvrir un équivalent chinois du canard enchaîné, la durée de vie prévisionnelle, c'est de l'ordre de la demi-heure. D'accord. C'est une comparaison qui est tout à fait parlante. Mon point, c'est que oui, il y a plein de problèmes qui restent en suspens. Que vous abordez, vous, pardonnez-moi, alors avec vos interlocuteurs chinois, Dominique Joly, ce sont des choses dont vous parlez, dont vous arrivez à parler? Alors c'est une très très bonne question. Vous avez un certain nombre de sujets sensibles. On n'a pas parlé encore par exemple de Taïwan ou de la situation à Hong Kong ou de la situation au Tibet. Je pense que ce sont des choses qu'il vaut mieux éviter dans un premier temps d'aborder avec eux. Parce que en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez les mettre en difficulté. Si vous commencez à aborder le sujet de Taïwan, vous les mettez en difficulté. Mais dans un deuxième temps, vous le faites?
Oui, ça prend du temps. Ça prend du Ça temps prend des parce années. que oui, ça prend du temps, mais on y vient. Moi, j'ai beaucoup d'amis chinois. Cette question de Taïwan, cette question de Hong Kong, cette question de la démocratie, c'est une question qu'on aborde, mais qu'on aborde de façon plus intime, voyez-vous. Il ne faut pas interpeller les Chinois là-dessus. La question de la face, pour nous, est importante, mais pour eux, elle est cruciale. Donc, si vous posez une question comme celle-là dans un débat public, vous mettez un Chinois extrêmement mal à l'aise. Donc, je pense qu'il faut leur faire confiance sur leur capacité à évoluer dans ce sens-là. Et en matière de liberté individuelle, relativement, ça va mieux qu'avant, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Et puis on retiendra l'exemple du canard enchaîné chinois aussi, qui ne tiendrait pas plus d'une demi-heure. Hein, c'est ce que vous nous avez dit, Dominique Joly, il y a quelques instants. Merci infiniment d'avoir été notre invité Merci ce à vous. matin. Bonne journée. Je vous souhaite une excellente journée. Vous êtes donc directeur de la School of Business and Technology au sein de la Webster University à Genève. Vous avez publié La Chine, un colosse aux pieds d'argile.